Julien Tollard, je suis chef jardinier sur les domaines de Châteaudun, Fougères-sur-Bièvre et Talcy. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le site de Talcy, lieu sur lequel je travaille depuis 2015, suite à un concours de jardinier d'art du ministère de la Culture. Alors un jardinier d'art, tout simplement, c'est un conservateur du patrimoine végétal, puisque nous sommes là pour entretenir ces jardins, mais également essayer de les enrichir, les valoriser par des conceptions, des fleurissements. Et aussi, nous avons le rôle de pédagogie auprès du public, puisque nous sommes des sites ouverts au public une grande partie de l'année. Et donc nous avons ces trois missions principales. Il faut savoir que le site de Talcy, où nous nous trouvons donc actuellement, appartient à l'État depuis 1933. Et il est géré donc par le CMN, c'est le Centre des Monuments Nationaux, qui est donc un établissement public sous la tutelle du ministère de la Culture. Alors le jardin de Talcy est classé monument historique et il est organisé dans le coup donc sur une perspective principale sur l'axe nord-sud. Donc au nord en direction de la Petite Beauce blisoise et au sud en direction de Chambord. Donc l'ensemble du domaine fait 7 hectares et il est en grande partie clos de mur. Alors au niveau des origines du jardin, il faut savoir que le Bernard Salviati entreprend de construire cette maison forte au XVIe siècle, donc en 1520. Tout simplement, il faut savoir que c'est un bailleur de fonds de François Ier. Et donc la cour à l'époque est située donc au château de Blois et entreprend un an avant Talcy, donc en 1519, de construire Chambord. Donc Bernard Salviati comprend qu'il faut être donc sur cette commune de Talcy et surtout une motivation avec la présence de terres agricoles et de boisements. Alors l'âge d'or réel du jardin, c'est le XVIIIe siècle. Cette fois-ci, c'est la famille Burjat qui est propriétaire des lieux et qui cherche l'autarcie alimentaire, donc augmenter tout ce qui est présence de vergers, de potagers dans ce lieu, mais également l'embellissement des jardins. Donc on parle déjà à l'époque de carrés fleuris. Donc tous ces éléments, nous les avons grâce à une historienne, donc Madame Méa, qui a donc, grâce aux archives départementales, a fait de nombreuses recherches donc, sur les écrits de l'époque, concernant le jardin bien sûr, mais également les plans. Nous avons un plan du XVIIIe siècle qui nous prouve que nous avons exactement la même structure, le même tracé qu'à l'époque. XIXe siècle, une période plus sombre, j'allais dire, pour ce domaine, puisque les propriétaires subissent donc une crise financière et les descendants, donc les héritiers, se partagent le domaine. À partir de 1933, donc l'État acquiert ce domaine et donc cherche à le rénover, notamment que ce soit pour la partie château bien sûr, et également les jardins. Une grande importance de l'année 1990, où cette fois-ci l'ingénieur agronome Joël Veil crée donc un projet de restauration des jardins donc par rapport à son histoire, notamment au XVIIIe siècle, où justement on propose dans le coup de rétablir donc les parterres, également les vergers palissés, comme on pouvait retrouver donc dans les belles époques du domaine. J'ai été nommé chef jardinier donc en 2020 et avec cet objectif de retrouver à court terme le label Jardin Remarquable. Donc ça a été un gros travail d'équipe qui a été basé notamment sur une cohésion avec les jardiniers, quels moyens on avait, les connaissances des lieux, des végétaux adaptés, du sol, mais également se fixer principalement sur un outil qui est donc justement les archives du XVIIIe siècle, qui ont été la base de mon travail, c'est-à-dire retrouver une cohérence donc, historique de ce lieu, lui redonner une lisibilité, un côté esthétique donc, pour le public aussi bien sûr. Et donc voilà, on a réfléchi espace par espace, comment valoriser ce lieu, lui redonner le sens historique, quels végétaux utiliser et comment surtout l'entretenir sur le long terme. En 2022, on a eu le bonheur de retrouver donc, pour toute cette équipe et récompenser leur travail ce label Jardin Remarquable. Et bien sûr, il nous reste le plus dur à faire, c'est de le conserver à long terme. Mais voilà, la motivation est là pour l'ensemble de l'équipe et le travail en conséquent, bien sûr. Alors les jardins de Talcy ont à la fois le côté utilitaire, nourricier, mais aussi esthétique. Donc il y a vraiment trois parties bien distinctes, comme à l'époque, donc comme au XVIIIe siècle. Donc tout d'abord les cours, avec la cour d'honneur, qui est lieu ornemental, où on accueille les visiteurs, la présence notamment d'un puits du XVIe siècle,
orné du rosier Pierre de Ronsard, de présence de massifs ornementaux avec des vivaces et des annuels, et une seconde cour qu'on appelle la basse-cour qui là a une vocation bien plus agricole. Donc le pigeonnier du XVIe siècle, la présence d'un pédiluve du XIXe et un pressoir également du XVIIIe siècle. La deuxième grosse partie concerne les parterres. Donc parterres plus contemporains, j'allais dire, puisque la structure du XVIIIe siècle est respectée, mais leur composition interne est différente puisque redessinée en 1996 par un architecte paysagiste, M. Delmar. Donc ces parterres ont pour vocation de créer des tableaux végétaux qui évoluent en fonction des saisons. Donc ces deux gros parterres s'accompagnent de deux massifs de 45 mètres de long, des massifs fleuris, qui guident le pas du visiteur vers la troisième partie. Donc ces massifs comprennent donc des sauges uliginosas, la présence d'astères pour l'automne, également des echinacea, des nepeta, des goras, etc. Et enfin, donc la troisième partie, j'allais dire le cœur du jardin, qui est nourricier et utilitaire, qui se découvre depuis un perron, donc, dont les marches sont faites en hémicycle, et où on retrouve, comme à l'époque, de nombreux arbres fruitiers, donc la présence d'un verger palissé, également donc un verger de plein vent, la présence d'un potager, d'un jardin bouquetier, qui a pour vocation, lui, de créer des bouquets pour le château du domaine. On a également la présence de carrés de lavande, donc le côté olfactif dans le jardin et également dans le château, et donc également un fleurissement qui guide le pas du visiteur tout au long de la perspective principale qui mène jusqu'au boisement, qui est, comme à l'époque, dessiné en pas de doigt pour ses allées. On a de nombreuses traces donc, du passé sur ce site et je pense notamment donc, au vivier. Donc, un vivier qui servait de réserve à poissons, qui n'est actuellement plus en eau, mais que l'État a pour projet de le remettre à jour. Et tout simplement, donc, ce lieu donc, atypique met en avant l'histoire du passé avec donc, les différents étangs qu'on trouvait dans le domaine qui à son apogée comprenait plus de 700 hectares, contre 7 actuellement, et donc où on pêchait le poisson et il était mis en réserve donc, dans ce fameux vivier. J'allais dire, notre particularité, c'est qu'on travaille en gestion différenciée. Donc on a 3 jardiniers donc, qui font l'entretien courant de cet espace et un apprenti, puisque notre rôle est également la transmission de nos savoir-faire. Et donc ces jardiniers travaillent en gestion différenciée. Donc la gestion différenciée, c'est quoi? J'allais dire tout simplement, c'est des alternatives aux méthodes traditionnelles, donc qui étaient notamment l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques dans les lieux. Alors à l'inverse, nous par exemple, nous utilisons des désherbeurs mécaniques pour entretenir nos allées. D'autres, qu'on laisse volontairement s'enherber, sont fauchés. On a aussi vraiment une grosse attention sur tout ce qui est le respect de la nature. Certes, ma philosophie, je considère qu'un jardin c'est toujours artificiel, c'est géré par l'homme. Mais à l'inverse, on doit, selon moi, ramener la nature et amener un maximum de vie et de diversité dans ces lieux. Alors tout simplement, ça rentre dans la gestion différenciée. On essaye d'avoir des prairies fleuries, tout simplement pour amener une faune, une flore sauvage. On a par exemple aussi des zones qu'on essaye d'utiliser en gestion extensive. Tout simplement, c'est des lieux où on intervient le moins souvent, simplement pour les conserver de manière esthétique pour les visiteurs, mais pour autant, on intervient le moins souvent possible, notamment par exemple un boisement. On note l'allée centrale et donc cette perspective, la pas de doigt qu'on doit conserver, mais à l'inverse, on laisse ce boisement fermé, notamment d'ailleurs ce qui nous avait été conseillé par la Ligue de protection des oiseaux, pour créer vraiment une zone de refuge pour les oiseaux et avoir le moins de nuisances possible. Alors sur ce site, nous avons également donc de l'éco-pâturage. L'objectif, c'est une fois de plus de faire référence au passé. Dans nos écrits du XVIIIe siècle, on sait que des animaux étaient mis à paître dans les allées. Et donc, comme je vous le disais, au XVIIIe siècle, la famille Burchat cherchait l'autarcie et donc la viande. Donc nous avons voulu avoir ce côté d'éco-pâturage avec la présence des animaux, qui d'un côté sont tondeuses écologiques, qui nous font gagner du temps donc, sur ces espaces, par leur tonte naturelle, et également font écho donc, aux familles avec la présence donc, de ces animaux présents tout au long de l'année. On prête également une grande attention donc, à tout ce qui est arrosage. On a bien sûr l'évolution donc, du climat actuel et nous essayons de nous adapter lieu par lieu. Nous privilégions par exemple un arrosage manuel pour les zones comme le potager.
des plantes comme des choux ont besoin d'être bassinés. A l'inverse, juste à côté, un rang d'haricots ne supporte pas les excès d'humidité et donc est fait au niveau du pied. D'où l'importance de faire un arrosage manuel. A l'inverse, nous avons des zones où nous faisons des arrosages automatiques par aspersion par exemple, notamment des zones de fleurissement qui ne craignent pas l'oïdium. Alors avant de travailler ici, j'ai eu plusieurs expériences. Donc que ce soit dans des entreprises de paysage privées, également dans des bureaux d'études ou encore justement dans la territoriale. Mais c'est vraiment mon travail au château de Versailles qui m'a marqué et qui m'a donné goût pour la notion de patrimoine. D'où mon intérêt pour le château de Talcy actuellement. Concrètement, ici, en tant que chef jardinier, je ne peux pas changer le tracé. Donc tout ça dépend bien sûr aussi de la DRAC. Mais à l'inverse, on a la liberté au niveau des choix de ce qui est composé dans ce jardin rectiligne. Nous avons certes une structure que nous devons conserver, mais derrière c'est à nous de valoriser le lieu par l'effleurissement, par la proposition d'aménagement, par exemple les carrés de lavande qui sont intégrés maintenant sur ce site et qui donnent justement un côté certes plus contemporain mais adapté à notre époque, tout en ayant donc ce côté utilitaire comme à l'époque. Donc là le côté olfactif qui est utilisé aussi dans le château pour ramener des odeurs et du sens et de la vie dans ce domaine en général. C'est vrai que j'ai vraiment goût pour ces jardins, qu'ils soient d'ailleurs réguliers ou non, mais qui ont un passé lourd, une histoire riche. Nous avons des traces et donc notamment les plans du passé. Et c'est très motivant de se dire qu'on contribue à sauvegarder ça pour les générations futures. C'est vrai que j'ai goût dans ce travail dans des petits monuments, encore plus puisque c'est un travail d'équipe où il y a une cohésion plus importante, beaucoup plus d'échanges et des jardins à taille humaine, j'allais dire. On ne se sent pas étouffé, on est bien et on arrive à avoir énormément de traces donc, du passé et on essaye de sauvegarder cet ensemble.